attaché. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vous avez écrit un texte, juste après les attentats, un texte pour parler du plus beau pays du monde. C'était le message que vous aviez envie de faire entendre? Oui, j'avais écrit un autre édito une heure avant, plus précis, et pour essayer de montrer que le grand problème qui était posé là, c'était le fait qu'il n'y a pas d'état de droit mondial et que donc on est dans le chaos. Voilà. Puis après, j'ai eu plutôt envie de dire mon amour de la France et de dire que nous sommes le plus beau pays du monde par tous les côtés, objectivement, espérance de vie, qualité de vie, climat, enfin pour en faire la liste. Mais aussi parce que nous sommes le plus beau pays du monde. Premièrement, on est jalousé, envié, et deuxièmement, on n'est pas sur nos gardes. Non, on a oublié que le monde était violent et tragique. On ne se sent pas menacé, alors que nous sommes évidemment menacés. Bien sûr. Et l'absence de sentiment de la menace est la première étape du déclin du pays. Quand un pays ne se sent pas menacé, il a commencé à décliner. Donc il faut retrouver le sens de la menace. Pourtant, dans vos ouvrages, justement, vous mettez en avant essentiellement une pensée aussi positive, une pensée d'espérance. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, de penser suffisamment cette menace? Oui, parce qu'au point même qu'on m'a très longtemps accusé d'être d'abord pessimiste. On lit ce qu'on veut des gens. Et l'histoire de l'humanité, depuis toujours, c'est l'histoire d'un combat entre le bien et le mal, entre un mal de plus en plus paroxystique, mais aussi un bien de plus en plus paroxystique. Mais le mal, il faut pouvoir le nommer pour le combattre. Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment nommé ce mal, qu'on a su l'identifier exactement dans toutes ses composantes, c'est-à-dire extérieures et intérieures? C'est très difficile à faire parce que c'est très nouveau. Moi, ça fait 25 ans que je dis que le bien et le mal prennent une tournure nouvelle qui est le nomadisme. C'est pour moi le mot clé de notre période. Il y a un nomadisme du bien, on le voit dans le fait que nous sommes de plus en plus voyageurs, de plus en plus nomades dans notre mode de vie, mais il y a aussi un nomadisme du mal. Il y a un nomadisme du mal qui nous fait perdre nos racines, et vous avez écrit de très beaux textes dessus. Il y a un nomadisme du mal qui sont les gens qui considèrent que les nomades sont là pour détruire les sédentaires et que rien ne doit leur résister. Mais il faut vivre avec cela. Est-ce que d'avoir vanté le nomadisme que vous appelez nomadisme du bien, n'a pas aussi fait oublier que même s'il est positif, ce nomadisme, il coupe petit à petit les racines, il produit une humanité hors sol qui génère de la souffrance et donc de la frustration. C'est un point qui nous sépare, parce que j'ai souvent dit que je ne suis pas un radis et personne n'est un radis, donc les racines, j'y crois pas du tout, quoi. Les racines, ça ne m'intéresse pas. On a tous des racines, même si on est nomade. Moi, je suis un nomade par ma culture et en même temps un sédentaire. Même un nomade, il n'y a pas de peuple plus nomade que le peuple juif. Il n'y a pas de peuple qui non plus n'a pas plus de racines que le peuple juif. On a des racines même quand on est nomade. Donc, évidemment, voilà. Mais les nomades qui aujourd'hui sont les plus, on va dire les plus nombreux, ce sont ces migrants d'abord qui n'ont pas choisi d'être des nomades, qui sont là, qui sont poussés par une souffrance, par des guerres, par une économie, voilà. Et ceux-là, ils apportent avec eux un mode de vie, c'est-à-dire que les racines, elles sont quand même là. Non, vous dites qu'ils apportent un mode de vie, c'est pas exact. En tout cas, c'est notre responsabilité à nous, Français, de créer les conditions pour qu'ils nous apportent un tout petit peu de leurs idées nouvelles, qui peuvent être intéressantes, mais qu'ils entrent dans notre moule. Les grandes nations ont toujours été des nations ouvertes sur l'extérieur. Si vous prenez l'histoire de l'humanité, les grandes puissances, les vraies grandes puissances, ont eu comme capitale un port. Pourquoi? Parce qu'un port est ouvert à l'extérieur. La France, elle, a toujours refusé les ports. On n'a jamais mis une préfecture dans un port, même au temps de Napoléon. Et on a mis notre capitale au pire endroit, c'est-à-dire Paris. Parce que la France est un pays terrien, c'est un pays agricole. Voilà. C'est un pays de radis. De radis, de blé. Radis, de chiracine. Est-ce si mal? En tout cas, oui, c'est mal au sens où, d'abord, ça nous fait privilégier la rente sur le profit. Et c'est mal, parce que la rente, c'est la conservation, c'est l'absence du changement. Ensuite, c'est mal parce que le nouveau est toujours considéré comme l'ennemi, donc on est dans la conservation pure. Depuis une cinquantaine d'années, c'est pas vraiment ce qu'on a fait. On est peut-être allé un petit peu dans l'excès inverse, non? Non. Là où on a failli depuis une cinquantaine d'années, c'est notre plus grande difficulté qu'avant à intégrer. Parce qu'on est en face de gens qui, pour certains d'entre eux, pas tous, ne veulent pas s'intégrer ou veulent s'intégrer avec leur propre culture. Il faut être extrêmement ferme. Le français est la langue est la seule autorisée en France. À partir du moment où les règles du jeu sont fixées, l'intégration de gens qui viennent d'ailleurs est une bénédiction. C'est amusant parce que justement, on a retenu de votre discours que ce discours sur le nomadisme, l'ouverture, mais
personne ne vous entend dire qu'il faut être très ferme, que l'intégration, elle vient du fait que... Enfin, elle doit être maintenue, que mais je il y a une culture française. Je passe mon temps à le dire, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai fait récemment un rapport sur la francophonie qui commençait par toute une série de réformes importantes pour développer la francophonie, dont la première réforme proposée, c'était d'enseigner le français aux étrangers en France. Et à tous les Français qui sont de... Bien sûr, c'est fondamental. On n'a pas le droit, on ne devrait pas avoir le droit de parler une autre langue que le français en France. Et en même temps, ceux qui craignent que la France se noie dans l'Europe devraient comprendre que si on développe la francophonie, on peut créer un ensemble fédéral francophone en même temps qu'un ensemble fédéral européen, et que la France aurait la chance d'appartenir à 2 ensembles fédéraux et donc d'être une superpuissance appartenant à 2 superpuissances. Oui, mais les gens qui craignent que la France se noie dans l'Europe, c'est peut-être aussi parce que depuis des années, on a construit l'Europe justement non pas comme une culture, non pas comme une identité, une strate identitaire qui vient se surimposer à l'autre, mais d'abord comme un effacement de l'État-nation et de l'identité française, et ensuite comme une espèce de marché neutre dans lequel les cultures devaient se... Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Non. Je pense que si on avait tenté de faire une Europe des cultures, vous auriez pu dire on veut détruire la culture française pour faire une culture européenne qui soit un point moyen, etc. etc. Tandis qu'en ne faisant de l'Europe qu'un espace économique, on protège l'identité des cultures. On le protège peut-être même trop encore, puisqu'on n'a pas réussi à créer une identité, une appropriation de l'histoire européenne comme une histoire qui a souffert beaucoup de choses et qui doit continuer à se construire la paix. La paix en Europe n'est pas garantie. Dans 50 ans, on peut avoir une nouvelle guerre en Europe. Non mais honnêtement, vous trouvez que dans l'état actuel de l'Europe, on construit un destin commun? Non, quand on voit les pays qui luttent les uns contre les autres, qui garantissent leur seul intérêt, et tout ça en plus, qui vient se confronter à des lobbies, à des gens qui ont privatisé les biens publics, je ne vois pas où est le destin commun. Non mais vous avez raison de dire ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'Europe et pas trop d'Europe. Oui, enfin ça, pardonnez-moi, mais enfin, ça fait quand même des années qu'on nous explique que ça ne marche pas, mais en fait c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin. Oui, absolument. On n'a pas mis assez. Non mais c'est une bicyclette. Si on arrête de pédaler, on tombe. Et si on tombe, on tombera vers la... C'est ce que Che Guevara disait de la Révolution. C'est une bicyclette, quand on arrête de pédaler, elle tombe. Je ne suis pas sûre que ce soit un destin souhaitable pour... Non mais c'est pourtant ça. L'histoire est ainsi faite. Si on arrête de... Un projet de collectif, c'est un projet qui se construit avec le temps. Si l'Europe arrête d'avancer dans son processus d'intégration, qui ne peut pas être la disparition de l'identité nationale, la France restera la France à cause de son identité linguistique, l'éducation restera. Si on le veut, si on le décide. Si on le veut, si on le décide, évidemment. Si on a des politiques qui le décident aussi. Oui. Parce que c'est très frappant. J'avais lu votre texte de 2014 qui s'intitulait « Débrouillez-vous ». Au moment du remaniement, vous expliquez, vous qui avez été quand même le conseiller... J'en ai fait un livre, d'ailleurs. Le conseiller des princes, voilà, des présidents. Vous expliquez « N'attendez plus rien des politiques ». Mais c'est quand même assez extraordinaire de votre part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez échoué en tant que conseiller et que vous trouvez tellement mauvais ce qui a été fait? C'est pas du tout ça. C'est premièrement, même si les politiques peuvent faire quelque chose, ça ne suffit pas. Il faut faire les choses nous-mêmes. C'est un principe de responsabilité individuelle. J'ai dit, il ne faut pas être ce que j'appelle un résigné réclamant. C'est-à-dire quelqu'un qui est résigné à ce que rien ne se passe, mais qui quand même réclame sa petite miette du gâteau. Les résignés réclamants, c'est épouvantable. Donc il faut agir. Nous faisons, dans Planète Positive, nous faisons énormément de choses pour rassembler les gens qui, justement, se prennent en main, font les choses pour eux-mêmes, sans rien attendre de personne. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut relancer la politique. Une façon de se prendre en main, c'est d'entrer dans un parti politique, par exemple. C'est une des façons, parmi d'autres. Alors, Planète Positive, justement, ce sont énormément d'initiatives dans le monde entier qui permettent de changer les choses à une échelle qui n'est pas à l'échelle politique. C'est par exemple telle association qui va aider à l'agroécologie en Afrique, des choses absolument, certaines sont absolument formidables. Oui. Sauf que moi, je regarde ça et je me pose la question, c'est très bien, est-ce que ça suffit? C'est-à-dire, est-ce que, en maintenant le système économique tel qu'il est, votre agroécologie en Afrique, elle peut survivre? C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte un système où Monsanto dirige les semences, peut influencer la Commission européenne, peut influencer le monde entier? C'est pour ça qu'il ne faut pas dire... On est voué à l'impuissance. C'est pas où, c'est et. Il faut à la fois faire ça et lutter. C'est pour ça que j'ai commencé... Donc ça ne suffit pas de se débrouiller?
Non, je dis il faut et se débrouiller et s'intéresser à la politique. Et une façon de se débrouiller, c'est aussi de s'intéresser à la politique. Et j'ai pas renoncé à m'intéresser à la politique. Il se trouve que pendant un certain temps, j'ai eu le sentiment qu'on m'écoutait pas du tout. Quand je dis un certain temps, ça fait peut-être 25 ans qu'on m'écoute pas. C'est quand même pas de chance, parce que c'est pas faute d'avoir discuté avec des gouvernants. Non, mais il y a une raison très profonde. Pas assez convaincant? Sans doute, mais je pense qu'il y a une raison très profonde qui fait que les politiques, en tout cas dans notre pays, manquent de courage pour une raison simple, c'est qu'ils ont peur du peuple. Ils ont peur du peuple parce qu'ils ont peur que la moindre réforme sérieuse qu'ils proposeraient entraînerait le peuple à venir les mettre dans la rue. C'est l'image qu'on a vue de ce DRH d'Air France. C'est vraiment l'image que les politiques ont du peuple. Ils ont peur que ça leur arrive à eux. Oui. Et donc ils ne font rien. Vous pensez que le monde Je reviens sur la question de la sécurité. Nous sommes dans une situation difficile en termes de sécurité. Il faut à la fois que les gouvernements prennent des mesures, des dispositions, mais il faut en même temps que le peuple tout entier soit mobilisé. Et ce qui est valable pour la sécurité, c'est vrai pour toutes les dimensions. Nous devons nous prendre en main, considérer que notre vie est unique, que nous n'avons qu'une vie et que c'est à nous à la faire. Et que ce n'est pas le politique qui va faire. Vous êtes très libéral, mais avec une dimension tocquevillienne. C'est-à-dire libéral au sens de Tocqueville, absolument. On se prend en main et on se... Tocqueville expliquait bien que si on ne faisait pas ça, même les États-Unis finiraient comme une dictature. C'est vrai que vous avez dans votre façon même de parler de vos choix personnels quelque chose qui là aussi relève totalement d'une conception très libérale, que ce soit votre défense par exemple du polyamour qui m'a toujours... Encore une fois, c'est pas une défense du polyamour. D'aucune façon. C'est un pronostic. Et très souvent, quand on lit un peu vite mon travail, on croit que je suis favorable à ce que je prévois. C'est pas le cas. Le polyamour, c'est pas du tout quelque chose que je souhaite d'aucune façon. Il y a 30 ans, j'avais écrit que le clonage était devant nous, je ne le souhaitais pas. Il y a 30 ans, j'avais écrit aussi que l'euthanasie était devant nous. Elle est là, et je ne le souhaitais pas. J'avais au contraire expliqué que non, mais on m'a accusé d'avoir été favorable à l'euthanasie, alors que j'expliquais que c'était un des cauchemars. De même, le polyamour, pour moi, c'est une évidence qui vient devant nous, pour une raison simple, qui est que notre société est une société de liberté et de transparence. Aujourd'hui, on en est à admettre des amours successifs, et par ailleurs, on accepte des amours simultanés, mais hors de la transparence. Or, comme on entre dans une société de transparence généralisée, je suis convaincu que dans la logique dans laquelle nous sommes, dans un siècle, la possibilité d'amour simultané et transparent se sera imposée. Comme il y a un siècle, personne ne croyait qu'on irait au mariage homosexuel, ou encore moins à la GPA. Aujourd'hui, je pense que personne ne veut admettre qu'on ira vers ça. Je ne dis pas que je suis pour. Non, je pense on en revient à la question des limites qu'on se fixe. Est-ce que c'est une fatalité? Quand vous le décrivez comme si c'était une fatalité, est-ce que vous n'oubliez pas de dire qu'il faut fixer des limites? Et qu'est-ce que c'est le rôle du politique? Absolument, c'est le rôle du politique. Le rôle du politique, c'est de définir un sanctuaire de l'humain, un sanctuaire de l'intouchable. Ça fait partie de ce que vous voulez faire comme programme, puisque visiblement, vous préparez un programme pour 2017. Oui, je prépare un programme qui sera prêt en février 2016, que je vais mettre sur la table pour la France. Pourquoi ça vous semble Parce urgent? que j'en ai un peu assez, au suite de la convention qu'on vient d'avoir, de voir les politiques ne rien faire. Et mon diagnostic, c'est qu'ils ne font rien parce que l'opinion et les électeurs ne les poussent pas à préparer et à présenter un programme pour les 100 premiers jours qui suivent leur élection. Je voudrais essayer de faire que le débat soit centré sur qu'est-ce que vous faites pendant les 100 premiers jours qui suivent l'élection. Et j'aurais réussi si tous les journalistes interrogent les politiques sur, non pas est-ce que vous allez être allié avec monsieur Machin, est-ce que vous êtes rival de madame Truc, mais sur qu'est-ce que vous faites dans les 100 jours qui suivent votre élection. Et donc en 2017, vous êtes prêt à porter ce programme? Non. Radicalement non? Parce que là aussi, vous avez dit que vous pourriez être obligé. Voilà, je pourrais être obligé. Et vous voyez, j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu de petites phrases. Et le fait que moi j'ai dit peut-être, ça fait qu'on a parlé plus du fait que je serais peut-être candidat que du contenu du programme. Non. Si les malheurs font qu'en février 2017, il n'y a aucun candidat portant un programme crédible, on en reparlera. Et je viendrai en parler avec vous. Écoutez, je crains donc que nous n'ayons à nous revoir et je vous inviterai ici pour votre déclaration de candidature. Inch'Allah.